Bonjour et bonsoir à toutes et à toutes, ici Monsieur Marié pour votre continuité pédagogique en premier enseignement scientifique. J'espère que vous allez très bien. Nous avions du coup la semaine dernière attaqué les exercices 4, 5 et 7, pages 219-220. Je n'avais pas tout corrigé, donc je reprends tout avec vous. Et vous savez que sur Pronote, je vous ai mis d'autres exercices à faire en la qualité des exercices numéro 10, 11 et 9, 11 et 12, page 221, 222. Donc n'oubliez pas de les faire pour la semaine prochaine, je les corrigerai dès mon retour en présentiel. En tous les cas, pour ce qui concerne l'exercice que voici, je les corrige dès à présent et cette vidéo est faite pour ça. Calculez le niveau d'intensité sonore, du coup, vous avez un I qu'on vous donne égal à 3,2 fois 10 puissance moins 2 watts par mètre carré. Et vous avez comme donnée I0, du coup I0 c'est quoi? C'est le seuil d'audibilité en fait d'un être humain. Donc c'est le plus petit son, la plus petite puissance sonore qu'une oreille peut détecter. Et elle est égale à 1,0 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Première question, calculer le niveau d'intensité sonore correspondant en décibels. Eh bien, il faut appliquer la formule que nous avons vue dans le cours, c'est-à-dire L est égal à 10 fois logarithme de I sur I0. Logarithme, en fait, c'est comme cosinus, sinus ou tangente. C'est une fonction mathématique que quand vous l'appuyez sur la calculatrice, le bouton correspondant, ça ouvre une parenthèse, vous mettez la valeur que vous voulez dedans, fermez la parenthèse et la calculatrice, du coup, transférera la valeur de l'angle en cosinus si jamais vous faites cette opération, la valeur du cosinus en angle si vous faites cos-1, et bien là ça vous donne la valeur du rapport en fait par la fonction qu'on appelle logarithme, du coup qu'on abrège log. Vous remplacez i et i0, du coup vous avez 10 log entre parenthèses de 3,2 10 puissance moins 2 divisé par 1,0 fois 10 puissance moins 12. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée avec la calculatrice et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 105 décibels. Voilà, vous mettez le résultat, on l'encadre en rouge ou en souligne, et c'est terminé. La puissance fournie est maintenant divisée par 2. Le niveau d'intensité sonore est-il divisé par 2 également? Justifié. Alors déjà, la puissance sonore, c'est du coup le I qu'on donne au départ qui est divisé par 2. Et on vous demande la question suivante, c'est si je divise I par 2, est-ce que L va être aussi divisé par 2? En gros, est-ce que si je divise la puissance émise par une source sonore par 2, est-ce que ce que je vais entendre sera divisé par 2? Eh bien, vous allez voir qu'en fait, pas du tout. Si vous voulez prouver ça, eh bien, du coup, on va diviser I par 2, et au lieu de mettre 10 fois log de 3,2 fois 10 puissance moins 2 sur I0, eh bien, on va mettre L est égal à 10 fois log de 1,6 fois 10 puissance moins 2, donc c'est 3,2 10 moins 2 divisé par 2. Et tout ça, on le divise par 1,0 fois 10 puissance moins 12. On tape tout ça à la calculatrice et on trouve 102 décibels. Ça veut dire qu'on a une baisse de 3 décibels, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Si on avait un L divisé par 2, on aurait dû trouver du coup 105 divisé par 2, soit 52,5 décibels. Or, ce n'est pas le cas. Donc, quand vous divisez I par 2, vous n'avez pas un L divisé par 2. Bien au contraire, ce n'est pas proportionnel, c'est une échelle logarithmique. Et ce n'est plus du tout, du coup, la proportionnalité que vous connaissez. Exercice suivant. Un élève s'est fabriqué son propre instrument à cordes, cependant l'une de ses cordes est un peu plus épaisse que ce qu'il avait prévu. Quelle sera la conséquence au niveau du son produit par cette corde? Eh bien, si la corde est plus épaisse, on peut penser en fait que la corde, vu qu'elle est plus grosse, aura plus de masse. Donc, ce qu'on appelle la masse en fonction de la distance de fil que vous avez prise, ça s'appelle la masse linéique, et cette masse linéique sera donc plus importante. En conséquence, la note que vous allez jouer sera plus grave, vu que la masse de la corde est plus importante, ça on l'a vu en cours. Comment compensera-t-il ce problème lorsqu'il installera cette corde sur son instrument? Alors si vous avez une corde qui est plus grande pour votre guitare, par exemple, c'est pas grave, le tout est de bien la régler. Alors pour compenser le problème d'une masse linéique plus importante, on peut soit en fait diminuer la longueur de la corde, et à ce moment-là, la note jouée va être identique, à condition de bien la diminuer bien précisément, cette longueur de corde. Vous pouvez aussi, en fait, quand vous avez votre clé sur la tête de la guitare, tourner davantage, en fait, votre corde afin de la tendre davantage. Et en fait, une corde davantage tendue, qui a une tension de la corde plus grande, va émettre, du coup, un son qui va être à peu près pareil que si on avait une corde moins tendue, mais avec une masse linéique plus importante. Donc, deux solutions à ça. Soit on va imposer une tension de la corde plus grande, du coup, à l'instrument,
soit on va tout simplement diminuer la longueur de la corde, et ça marche très bien. Enfin, le set était un peu plus compliqué. Vous avez Aurélien qui veut fabriquer une flûte de Pan. Lors de la fabrication de l'un de ses tubes, il enregistre le signal émis lorsqu'il souffle dans le tube, et il le compare au spectre du même son émis par un piano. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le spectre du bas, en fait, va correspondre à tous les instruments de musique en termes de fréquence, et donc n'importe quel instrument de musique qui est bien accordé peut servir spectralement à en régler un autre. Donner la relation entre la fréquence et la période d'un signal sonore. Alors la fréquence, F, c'est égal à 1 sur T. Avec F, la fréquence en Hertz, et T, la période en secondes. C'est super important, ne mettez pas une période en millisecondes, sinon vous allez voir comme après, ça va poser des problèmes. Déterminer en 2 si le tube d'Aurélien est bien accordé à la note voulue. Et bien du coup, on a la durée de 3 motifs qui est égale à 5 millisecondes. Quand vous regardez, en fait, un motif, c'est quoi? C'est la partie du signal, en fait, qu'on va copier-coller d'une manière bien déterminée. Donc il y a certains d'entre vous en présentiel qui m'ont répondu bah ça fait environ 2. Eh bien je suis pas d'accord, si on veut vraiment être précis, on va prendre du coup ce schéma là, ce motif là, on va en prendre un deuxième qui est ici, et on va en prendre un troisième qui est là, et on va voir que pile poil, trois motifs, 3 périodes font exactement 5 millisecondes. Et ça c'est précis. Donc ça veut dire que si la différence de temps que j'ai entre le début et ce que j'ai choisi à 5 millisecondes, donc 5 millisecondes, c'est égal à 3 fois mon motif, alors c'est égal à 3 fois la période d'un motif. Vu que chaque motif se passe pendant une période. Donc si c'est passé un temps équivalent à celle de 3 motifs, eh bien vous avez du coup là 3 fois la période d'un motif. Ça c'est normal. Du coup, si la période d'un motif, si 3 fois la période d'un motif c'est 5 millisecondes, alors la période d'un seul motif, c'est 5 millisecondes divisé par 3. C'est ce que j'ai mis du coup en dessous, juste ici. Et donc vous trouvez environ 1,7 millisecondes. Donc c'est pas mal différent de 2 millisecondes qu'on avait tout à l'heure. Ainsi, si vous voulez calculer la fréquence de cette chose-là, eh bien vous allez voir que F, c'est égal à 1 sur 1,7, attention, il faut faire 10-3, et si vous faites 10-3, du coup, eh bien vous ne trouvez pas 6 Hz, vous trouvez 600 Hz. Donc au lieu d'avoir 6 répétitions par seconde, vous en avez 600, et c'est bien différent. Ensuite, pour cet exercice, du coup, vous trouvez que les harmoniques, en fait, sont régulièrement réparties. Ça, je l'ai pas marqué dans la correction. Normalement, elle devrait y être. Je sais pas si c'est un... Ah non, je l'ai coupé. Dommage, je l'ai coupé à la photo, je suis désolé. Donc ça, il va falloir le prendre en note à la dictée. Donc les harmoniques du spectre sont régulièrement réparties. Donc si les harmoniques du spectre sont régulièrement réparties, ça veut dire que là, j'ai ma fréquence 1, là, j'ai ma fréquence 2, là, ma fréquence 3, et là, ma fréquence 4. Ma fréquence 4, si on mesure bien, ici, de 0 à 1000, vous mesurez avec votre règle, vous avez une certaine distance, qui est la même que de 1000 à 2000, et du coup, si je mesure la distance qui est entre 2000 et là, eh bien, vous obtenez 40% de la distance qu'il y a entre 0 et 1000. Donc du coup, je peux en déduire qu'il n'y a pas 1000 Hz entre ces deux distances-là, entre 2000 et le quatrième pic, j'ai 400. Du coup, si je prends ma fréquence 4, elle est égale à 2400 Hz. Je sais que cette fréquence 4 est égale à 4 fois celle, de F1, donc c'est égal à 4 fois, cette fréquence-là est égale à 4 fois celle que j'ai ici. Et du coup, si c'est 4 fois celle que j'ai ici, et bien celle que j'ai ici, c'est égal à un quart de celle que j'ai à 2400. Donc 2400 divisé par 4. Et vous retrouvez bien 600 Hz. Ça veut dire que la flûte de Pan est ici bien accordée. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, la fréquence que vous trouvez en haut doit correspondre à celle du bas. Et on voit bien aussi là que les deux spectres commençant au même moment, eh bien, arrivent pile poil l'un en dessous de l'autre. Bon, ça en fonction des échelles qu'on aurait pu choisir, ça aurait pu ne pas être vrai. Mais là, ça a été mis sur une certaine échelle pour vous aider. Et il faut trouver en fait la même fréquence pour le signal qui est en haut que la fréquence que vous avez pour le signal qui est en bas.
Et ici, ça marche bien. Celle que vous trouvez en haut, c'est 600 Hz. Celle que vous trouvez en bas, c'est 600 Hz. Donc, les deux coïncident. La note du piano coïncide avec la note de la flûte de Pan. Donc, si le piano est bien accordé, le tube de la flûte de Pan est bien accordé également. 3. On vous demandait de déterminer, déterminer si le spectre en fréquence du signal sonore émis par celui-ci sera identique ou pas à celui du piano. Et bien ici c'est très simple. Si vous faites les pics de la flûte de Pan, vous trouverez exactement les pics au même endroit. C'est-à-dire que les fréquences que vous allez enregistrer seront exactement identiques. Par contre, l'amplitude que vous allez avoir, la hauteur des pics va changer entre la flûte de Pan et le piano, vu que normalement ce n'est pas le même timbre, donc vous n'avez aucun moyen de savoir comment ils seront l'un par rapport à l'autre, si la flûte de Pan sera plus haut ou plus bas que celui du piano, mais dans tous les cas ce ne seront pas les mêmes, ça on peut l'assurer formellement. Je vous rappelle aussi que le niveau sonore à laquelle un utilisateur ne doit pas rester trop longtemps, c'est à partir de 85 décibels. Ça, notez-le bien quand même. Je ne sais pas si je l'avais dit en cours, mais je vous rappelle du coup cette valeur seuil qu'il ne faut pas trop dépasser, à partir de laquelle il faut limiter l'écoute, ou au contraire mettre une protection auditive. Sur ce, eh bien, je vous laisse avec les exos à faire pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois, du coup, je vous répète, vous devez faire les exercices 9, 11 et 12, pages 221-222. Et si vous regardez cette vidéo là tout de suite, mardi 30 mars, eh bien, sachez que pour la semaine prochaine, ces exos, du coup, pourraient être ramassés et que vous devez les faire le plus sérieusement du monde. Sur ce, merci à tous d'avoir été présents et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le contrôle arrive à grands pas, donc révisez bien. La semaine prochaine, on corrige les exos que je vous ai demandé de faire, avec ou pas ramassage et notation. Et du coup, dans 2 semaines, contrôle sur ce chapitre, le son, un phénomène vibratoire. Sur ce, je vous laisse travailler. Merci à tous et à la semaine prochaine.